Certaines personnes ont voulu cancel cette série et en vrai, on peut les comprendre. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de 3 séries. Et oui, c'est le concept de vidéo de critiques multiples pour parler de plusieurs séries en même temps, ou parce que j'ai pas le temps de parler d'une seule série à la fois, ou parce que j'ai pas envie d'énormément faire bider ma chaîne avec une vidéo d'une critique d'une série qui vous intéresserait pas forcément, sur laquelle vous ne cliqueriez pas et du coup vous passerez à côté d'une bonne série. Je suis là pour vous motiver à regarder de bonnes choses aussi. Et cette semaine, il y a 3 séries qui méritent d'être vues, des séries évidemment très récentes, dont 2 qui se sont achevées, ou en tout cas leur saison s'est achevée cette semaine. Je vous dirai à quel moment je parle de la série de la miniature. Il n'y aura pas de spoiler et je vais aller relativement vite par rapport à certaines séries. Je vais surtout me concentrer sur 2 séries, mais j'ai aussi envie de vous en recommander une qui est d'après moi trop sous-cotée en France. Et pour ceux qui veulent suivre les séries que je regarde en ce moment, vous pouvez me suivre sur TV Time évidemment, mais aussi sur Serialized, qui est une sorte de letterbox mais pour les séries. Et évidemment, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires sur les séries dont je vais parler aujourd'hui, et dites-moi aussi les séries que vous regardez en ce moment. Après cette intro un petit peu longue, je vais commencer à vous parler d'une série qui d'après moi est l'une des plus belles séries que j'ai vues de ma vie. La série haut budget, vous allez voir pourquoi je mets entre guillemets. Cette série s'appelle Foundation, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Harry Seldon qui a décidé de lutter contre l'empire fasciste de sa galaxie. Pour cela, il a créé une ressource scientifique qui s'appelle la Fondation, qui doit inspirer les gens à lutter contre l'empire. Foundation, c'est une série qui est toujours top 1 Apple si vous regardez via Apple TV+, mais j'imagine que les vues Apple TV+, sont pas comptabilisées dans le classement si vous regardez depuis Canal, et je pense que la majorité d'entre vous, vous regardez Apple TV+, via Canal, mais moi je suis un blaireau qui est payé l'abonnement Apple TV+, à l'année, 2 semaines avant que Canal rachète les droits. Enfin bref, là n'est pas la question, je sais pas si Foundation est populaire. J'ai demandé sur les réseaux, vous étiez environ 12 à 15% en fonction du réseau à regarder Foundation, et j'étais quand même assez étonné parce que 10% sur, je crois, 2000 votants, c'est pas mal, mine de rien, c'est un échantillon assez intéressant, mais pas beaucoup de personnes en regardent. Aux États-Unis, pas beaucoup de personnes en parlent sur internet. En France, j'ai jamais entendu quelqu'un dans la vraie vie en parler. Sur les réseaux, je vois pas des gens en parler sur Twitter, sur Instagram. Foundation, c'est une série qui n'existe pour moi pas dans la sphère médiatique. Pourtant, elle est top 1 Apple, donc il y a bien des gens qui regardent. Et Foundation, ce qui est assez intéressant, c'est que je comprends pourquoi les gens ne regardent pas. Mais typiquement, je suis quand même extrêmement impressionné par cette série. Parmi toutes les séries à haut budget, et encore une fois, je dis haut budget entre guillemets parce que d'après plusieurs rumeurs, la première saison, et je ne peux pas y croire, honnêtement, je n'arrive pas à y croire, la première saison, pas épisode, saison aurait coûté 45 millions de dollars. Pour moi, c'est impossible. Quand tu sais que One Piece a coûté 140 millions, quand tu sais que Stranger Things a coûté presque 300 millions, je crois 270, quand tu sais que Les Anneaux de Pouvoir c'était 460 millions juste pour la production, sans compter le rachat des droits, que Foundation, qui est honnêtement, et je pense que même objectivement, la plus belle série de toutes celles que j'ai citées, peut-être il y a débat avec Stranger Things en termes de photographie, parce que je trouve que Stranger Things c'est la série Netflix qui fait vraiment cinématographique, surtout la dernière saison, mais Foundation en termes d'effets spéciaux, c'est ultra impressionnant ce qu'ils font avec. T'as plein de vaisseaux différents, t'as plein de planètes, mais c'est la photographie du truc, les paysages, la direction artistique du truc qui rend la série absolument magnifique. C'est une série de science-fiction, donc on est beaucoup dans le cosmos, dans l'espace, plein de planètes différentes, des aliens et tout. Oui, on pourrait un peu critiquer peut-être certains maquillages et des choses comme ça, mais même les créatures sont plutôt bien faites, tout est hyper bien fait. Cette saison 2 va encore plus loin, les explosions, les combats, les décors, il y en a plein, tout le temps en fait. Chaque épisode, il y a les nouveaux décors, et ils sont toujours bien éclairés, et tu te rends compte à quel point dans une série, ça fait la diff d'avoir une bonne photographie. Quand t'as un bon éclairage, quand t'as un gars qui sait faire de l'éclairage sur ta série, ça rend la série mais tellement plus belle. Il n'y a pas juste cette couleur de studio blanche constante qui ressemble à rien. Là, Foundation est tellement bien éclairé, c'est digne de film de science-fiction. Et je me dis 45 millions pour une série comme ça, c'est assez étonnant parce que c'est pas cher du tout. Les Anneaux de Pouvoir, c'est 58 millions par épisode. Donc si c'est 45 millions, et merde, même si c'est 100 millions pour la première saison, certes, il n'y a pas des grosses stars, même si Lee Pace, acteur sous-côté de fou, est exceptionnel en tant que Empire, parce que c'est son nom, enfin c'est pas son nom exactement, il s'appelle Day, et exceptionnel, même s'il y a Jared Harris qui s'oppose à lui comme le créateur Harry Seldon de la Fondation, mis à part ces 2 acteurs-là, il y a quasiment que des no-name ou des gens très peu connus. Donc évidemment, le budget diminue. Mais pour la qualité visuelle, je déconne même pas quand je dis que c'est peut-être la plus belle série visuellement que j'ai vue de ma vie, à haut budget en tout cas, de SF ou de fantasy. Parce que des belles séries, il y en a, mais bon là je parle vraiment d'un contexte fantastique, SF, tout ça. Parce que des belles séries qui utilisent le vrai monde, il y en a énormément. Mais là, en termes de ça, je suis extrêmement impressionné. Les acteurs sont incroyables, voilà, j'ai cité ces 2-là qui font un travail de fou, qui sont vraiment impliqués, et je comprends pourquoi Apple, du coup, si le budget n'était pas très élevé, a renouvelé la série pour une saison 2 et pour une saison 3. Alors oui, les fans de Isaac Asimov vont peut-être gueuler parce que c'est en effet une adaptation de la Fondation d'Isaac Asimov. Je n'ai pas lu la Fondation pour le coup, mais apparemment, c'est pas du tout fidèle au roman. Si vous avez lu les bouquins La Fondation, essayez de regarder cette série sans y penser. Et en fait, je comprends un peu pourquoi les gens ne regardent pas cette série, c'est que moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec elle, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais fait la critique
critique à l'époque de la saison 1, un énorme pari risqué pour Apple, un grand space opéra cher entre guillemets que pas beaucoup de personnes à regarder, et je comprends pourquoi les gens regardent pas. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un peu ennuyantes. Et je sais que l'ennui c'est subjectif et tout, mais c'est très dur d'accrocher à plein de séquences. Mais moi, ce qui me fait rester jusqu'au bout, c'est pas forcément l'attachement au personnage, c'est pas forcément le développement du lore qui m'intéresse un petit peu, mais pas plus que ça, c'est le charisme des deux acteurs principaux et leurs intrigues. Parce que je trouve que la série, et c'est peut-être là qu'elle s'inspire beaucoup d'Isaac Asimov, c'est qu'elle est philosophiquement hyper intéressante sur ce qu'elle raconte. Alors oui, c'est l'histoire de la rébellion contre l'Empire, très bien, mais les thématiques de SF qui reviennent constamment par rapport à ça. Un exemple tout bête, l'Empire, c'est ce qu'ils appellent un héritage génétique. Il y a plein de termes comme ça qui sont incroyables, que je trouve hyper intelligents, qui sont originaux, qui viennent sûrement des bouquins pour le coup. L'Empire, à chaque fois, ce sont des clones du premier empereur qui gèrent l'Empire à trois. La version jeune, la version qui a la trentaine, quarantaine et la version âgée. Et à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, un nouveau revient et c'est des clones. Et c'est hyper intéressant. La Fondation, c'est une sorte de ressource scientifique qui a calculé le futur et la probabilité et qui voyage à travers le temps. Enfin, c'est un truc hyper intéressant. Mais tout est basé sur de la science, alors que ce soit réaliste ou pas, peu importe. Mais il y a plein de choses comme ça par rapport à la philosophie, à la science-fiction, par rapport à la religion. En fait, il y a tellement de thématiques hyper intéressantes que même si certains acteurs secondaires ont pas un charisme de fou, même si certaines intrigues m'ennuient terriblement, je ne pouvais pas m'arrêter de regarder parce que je voulais à chaque fois savoir c'est quoi la suite, je voulais à chaque fois savoir dans quelle direction ça va aller. Et même si certaines séquences je les trouvais un peu longues et c'était dommage, je trouve que cette saison 2 s'est concentrée sur l'aspect politique parce qu'il y a beaucoup de politique, c'est une série politique. C'est pas une série d'action, c'est une série politique. Faut être accroché de fou. D'ailleurs, si vous avez vu la saison 1, je vous conseille vraiment de regarder un gros récap de la saison 1 avant de vous lancer sur la 2. Parce qu'honnêtement, j'ai commencé la 2, j'ai fait oh là, j'ai plus aucun souvenir. Pourtant, j'ai regardé le récap de 2-3 minutes au début. Mais regardez un récap de 15-20 minutes, prenez votre temps parce qu'il y a tellement de choses. C'est une série hyper dense, il y a 1000 personnages qui sont rajoutés à chaque fois, qui reviennent. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que même si certaines séquences, et je dois être honnête, manque d'énergie, manque de dynamisme, cette saison 2, je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder. La saison 1, j'avais plus de mal, mais je trouve que saison 1, ils sont vraiment concentrés sur plein de choses et qu'ils ont rajouté des éléments hyper intéressants, une vraie moralité fascinante par rapport à l'œuvre. Et ils sont allés au bout de leur délire et t'as des séquences, surtout l'épisode 9, d'après moi, qui a réussi à procurer et de l'émotion et une sorte de climax absolument génial. Les séquences d'action sont pas les plus intéressantes, je trouve, même s'il y en a, elles sont encore une fois bien filmées et tout. Mais il y avait un climax émotionnel qui arrivait super bien. L'épisode 10, c'est génial aussi. C'est typiquement le genre de série, c'est dur de s'y mettre parce qu'il faut vraiment être concentré, il y a plein de choses qui se passent. Mais honnêtement, le voyage vaut le coup. À la fin de la saison 2, surtout, tu te poses plein de questions, tu te demandes comment l'intrigue va avancer, t'es vraiment à fond dans l'œuvre. Même si t'as encore des séquences où tu dis, au fait, ça me fait terriblement chier, ça m'ennuie, mais au fait, vu que le propos est intéressant et l'acting est pas forcément au top, parfois le montage est un peu chiant aussi, parfois c'est un peu moins inspiré, et le fait de toujours ajouter des personnages, c'est dur d'avoir un point d'ancrage en tant que spectateur. Du coup, je trouve que c'est une série hyper différente de ce qui se fait aujourd'hui, qui mérite le détour et qui mérite de regarder pour les thématiques, pour certains acteurs, pour la politique, pour les enjeux, pour l'histoire, pour le lore aussi qui se crée de plus en plus. J'aurais pu en faire une critique à part entière, mais je voulais aussi parler des deux autres séries, c'est pour ça que je mets tout ici. Et je pense que si je faisais Critica Show Foundation, personne n'allait cliquer. Donc, juste pour vous dire, vous allez sûrement vous ennuyer devant, à moins vraiment d'adorer ce genre de délire, mais je pense vraiment que ça vaut le coup. Et c'est pas en mode, attends, ça devient bien par la suite, c'est pas ça, parce qu'en fait, maintenant, je pense aussi, je regarde la série, depuis la saison 1, épisode 1, je pense que je vais adorer. Mais le truc, c'est que c'est dur à comprendre ce qui se passe. Il faut un long moment, et je sais que c'est pas un bon argument en mode, attendez, ça devient bien par la suite. Non, ça devient pas bien par la suite. Ça garde le même niveau de qualité tout le long. Même si bon, ça monte un peu crescendo en termes d'émotion et tout, mais c'est juste qu'au début, tu sais pas de quoi ça parle. Tu sais pas dans quelle direction va la série. Et je trouve la série assez excitante pour ça. Et je trouve que pour ça, elle mérite un peu le détour. J'ai du mal à la conseiller, je suis un peu désolé, parce que même moi en la regardant, parfois, je m'amuse pas des masses, mais je suis fasciné par le monde, je suis fasciné par les personnages, je suis fasciné par certaines intrigues, et d'un point de vue technique et artistique et des acteurs principaux, c'est exceptionnel. Donc dites-moi pour ceux qui ont regardé si vous l'avez adoré, dites-moi pour ceux qui ont jamais vu si ça vous tente, j'ai envie d'avoir votre avis. La deuxième série dont j'ai envie de parler aujourd'hui est la série de la miniature. C'est la série sur l'escroc Bernard Tapie qui raconte justement ses débuts jusqu'à son emprisonnement dans les années 90. On va suivre ce jeune entrepreneur qui est un véritable escroc devenir l'une des personnes les plus influentes de France. Tapie sur Netflix pour le coup est un biopic du coup de Bernard Tapie qui raconte l'histoire de sa vie avec des événements clés. Plusieurs choses par rapport à cette série, donc il y a plein de gens qui ont voulu la cancel. Pourquoi? Parce que de une, la famille de Bernard Tapie ne voulait pas voir cette série et surtout que c'est vrai,
tout de même, quand tu regardes la série, Bernard Tapie est une figure assez contradictoire. À certains moments, la série l'érige en tant que héros et je trouve que le côté escroc est pas beaucoup mis en avant. C'est un homme qui a fait des choses extrêmement illégales, il a fait de la prison, mais c'est une figure controversée que beaucoup de personnes admirent et en même temps que beaucoup considèrent comme un escroc, un voleur et des choses comme ça qui a ruiné plein de vies. Et la série, je trouve que elle est un peu compliquée parce qu'elle arrive jamais à dire ce qu'elle pense réellement du personnage. Oui, c'est un escroc, mais d'un autre côté, t'as quand même des séquences par la mise en scène qui le glorifient énormément et qui font de lui un héros. Peut-être c'est la réalité de Bernard Tapie, j'ai un peu du mal à me situer parce que c'est pas vraiment ma génération et j'ai pas vécu ces choses en live, mais je trouve que la série est peut-être pas assez dure avec le personnage pour quelqu'un qui a fait de la prison et des choses comme ça. Je trouve qu'il est un petit peu glorifié et c'est aussi pour ça que des gens voulaient cancel la série. Mais écoutez, mis à part ce côté un peu, on va dire, intrinsèque à la série est vraiment bien. C'est une mini-série en 7 épisodes, un rythme assez effréné. Alors c'est là peut-être que j'ai une critique, c'est que la série saute de séquence à séquence de manière assez perturbante. Il y a des timelapses assez fous. Alors oui, t'es jamais perdu parce que tu sais plein de choses, mais c'est quand même Bernard Tapie, un gars qui était à la tête d'Adidas France, de l'Olympique de Marseille, qui avait plein d'entreprises. On voit un peu au début comment il rachète des entreprises, comment ça marche, mais les séquences un peu intéressantes de sa vie, t'as l'impression qu'il passe à travers et qu'ils font des petits rappels. Ah, tu te rappelles, faut que tu gères Adidas. Ah oui, mais l'OM, ils ont un match ce soir. Et il se concentre beaucoup sur des aspects politiques qui sont intéressants parce qu'il y a beaucoup ce combat dans l'épisode 5 contre l'extrême droite qui était à l'époque un problème des années 90 et qui est encore aujourd'hui un bien plus grand problème. Tellement un problème que les gens pensent que c'est plus un problème. Je sais déjà les commentaires ça va être quoi. Et je trouve qu'ils ont perdu un peu de temps sur ça de manière un peu inutile. En fait, je trouve qu'ils ont pris, non pas que j'aime pas les séries politiques ou des choses comme ça, ou taper sur l'extrême droite, mais je trouve qu'en fait, ils sont allés chercher des séquences cultes de la vie du gars et ils les ont mis en scène plutôt que raconter à certains moments une histoire intéressante. T'as un peu ce côté checklist biopic qui moi m'a un peu dérangé, peut-être parce que je connais un peu l'histoire de Tapie, peut-être ceux qui connaissent pas Tapie ça va pas les déranger, mais il y a un peu ce côté checklist qui moi m'a un peu sorti du truc à certains moments. Je me dis ok, on a sauté des vraies séquences de sa vie qui auraient pu être intéressantes pour se concentrer sur son passage en tant que ministre. À certains moments ils en oublient un peu le drame et ça fait vraiment une liste à cocher. Par contre tu vois l'épisode 7 sans spoiler, t'as un acteur qui intervient dans une séquence qui dure une demi-heure je pense, peut-être un peu moins, qui est ultra troublant et c'est là que je me rappelle qu'en fait c'est une série quand même avant tout, c'est pas juste une liste à cocher, c'est du vrai storytelling, une vraie narration. Laurent Lafitte est absolument fantastique en tant que Tapie, je trouve qu'il joue vraiment bien, je sais pas s'il ressemble vraiment, j'ai pas vu beaucoup d'interviews de Tapie dans ma vie, en tout cas dans sa manière d'agir, mais il lui ressemble je trouve physiquement. Tout le monde joue vraiment bien, il y a quelques idées de mise en scène, c'est vraiment bien rythmé, c'est une bonne série pour le coup, plein d'idées et il y a plein de thématiques intéressantes sur la France, les États-Unis, les systèmes politiques, la manière dont on voit le pays, la manière dont les gens travaillent, les syndicats, les choses comme ça, donc ça va un peu tacler plein de choses différentes, ça y va un peu trop vite, c'est un peu superficiel et c'est un peu le souci de la série, c'est que peut-être un gars comme Bernard Tapie et la vie qu'il a menée aurait mérité un peu plus que cet épisode d'une heure parce qu'il a eu une vie dense, il a géré énormément de choses et je trouve que la série va vite. Ceci étant dit, je vous la conseille quand même pour le coup parce que elle est vraiment bien orchestrée, c'est une bonne série française, c'est un super moment, le temps passe super vite, il y a des vrais cliffhangers, c'est juste que je trouve qu'ils vont un peu vite, c'est juste que ça fait un peu genre compilation des meilleurs moments de sa vie plutôt que raconter une histoire. En fait, vu qu'ils ont fait une sorte de rise and fall, au lieu de raconter peut-être une histoire de Tapie en plus d'épisodes et pour bien se concentrer sur lui. Genre chaque épisode c'est ou une entreprise ou un moment de sa carrière et je trouve que ça te fait sortir un peu du truc et du coup ça fait un peu déconnecté. Mais c'est quand même un super moment pour le coup, c'est super divertissant. Contrairement à la première série, vous n'allez pas vous ennuyer parce que c'est rythmé d'une manière assez rapide. C'est bien joué, il y a des moments assez mémorables. Justement l'épisode 7 est vraiment bien foutu pour ça. Donc ouais, honnêtement, je vous conseille Tapie, vous allez passer un bon moment devant et c'est une série pour le coup qui mérite des vues si vous aimez ce genre d'histoire française. Mais je regrette un peu que c'était pas 10 épisodes pour le coup ou alors que c'était pas 2 saisons, là c'est une mini-série et c'est fini. Parce que vu le personnage, parce qu'en tant que personnage même de série, c'est un gars intéressant, ils auraient pu faire d'après moi beaucoup mieux. Mais bon, je comprends un peu les conditions, je comprends un peu les enjeux de la série. Petite déception, mais honnêtement très cool, peut-être aussi dans le top des séries de l'année, ou en tout cas dans le haut du panier des séries divertissantes. Vu que j'ai beaucoup parlé de 2 séries précédentes, je vais rapidement parler de la 3e, parce qu'elle est à sa 5e saison, et je vais vous la conseiller comme ça. Sans entrer dans les détails, c'est What We Do in the Shadows, qui reste aujourd'hui l'une de mes sitcoms préférées, et j'en ferai toujours la promotion en France. C'est une série qui est disponible sur Canal+ série, donc si vous avez Canal c'est bon, parce que c'est super drôle. Alors évidemment, c'est adapté du film What We Do in the Shadows, Vampire en toute intimité, mais la série va un cran de là. C'est super drôle, c'est un peu The Office avec des vampires. Si ce constat de base vous intéresse, vous allez adorer la série. C'est drôle, c'est intelligent, c'est bien joué, il y a plein d'idées, c'est l'éclate, honnêtement, c'est un super bon délire et j'ai adoré cette saison 5. J'avais trouvé la 4e un petit peu en dessous, mais celle-ci est excellente. Vous m'avez fait confiance sur plein de séries cette année. Si vous aimez ce genre de délire, vous allez adorer What We Do in the Shadows. Vous allez passer un super moment, croyez-moi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces séries. Les avez-vous adoré ou détesté? Est-ce que je vous ai motivé à en regarder quelques-unes? Dites-moi, j'ai envie de savoir tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup
beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.